Il est 6h30 et c'est le troisième numéro de votre émission matinale Nopinen pour le compte de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour à vous, Roch, et bonjour également à nos chers téléspectateurs. Nous abordons aujourd'hui, mesdames et messieurs, un sujet sensible. Il s'agit du refus de certains hôpitaux de prendre en charge certains cas de maladie ou d'accidentés. Les victimes sont ainsi abandonnées à leur sort. On se demande ce que devient le serment d'Hippocrate que prêtent les médecins. Les hôpitaux ont-ils le droit de rejeter des patients? Eh bien, nous ferons le débat dans quelques minutes sur ce plateau avec des témoignages, bien sûr, Jennifer Sativi. Tout à fait, nos invités sont déjà là et c'est triste à dire, mais c'est bien une réalité. Le mal est là et on se rend compte que cela arrive souvent, même dans les cas d'urgence. Donc, on se demande ce qui se passe et que faut-il faire justement pour remédier à tout cela. Absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut porter plainte contre ces hôpitaux ou bien quelle est la démarche à mener? Eh bien, nous allons faire le débat. Nous aurons le représentant de l'Ordre des médecins qui sera sur ce plateau. En tout cas, prenez siège pour suivre cette émission. Mais avant tout ceci, nous allons vous installer avec les merveilles du Bénin et vous faire découvrir les masques Guélédé. Et voilà, c'était là les masques Guélédé, classés patrimoine de l'UNESCO. Jennifer Sativi. Exactement, donc c'est une grande richesse pour le Bénin et vous vous rendez compte, on en retrouve dans différentes régions du pays. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup ont tout fait pour conserver cette valeur-là. Absolument. Et lorsque vous allez surtout dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, vous en découvrez à Kétou, à Pobé. C'est surtout dans ces villes que l'on découvre le Guélédé. Justement à cause de la forte concentration de Nago et tout. Mais on en retrouve également à Gonlikove. Oui, tout à fait. Très original et voilà. En tout cas, c'est assez original. Hein. Vous êtes touriste, vous venez au Bénin. Vous êtes dans le département de l'Ouémé ou du Plateau, surtout du Plateau, demandez à ce que l'on vous montre, qu'on vous fasse voir les Guélédés, surtout leur danse, ça fait vraiment plaisir. Vous aurez du plaisir à les regarder, mesdames et messieurs. Après donc les merveilles du Bénin, mesdames et messieurs, nous allons recevoir notre humoriste. Oui, il est venu sur ce plateau il y a un peu longtemps. Il prend l'engagement ce matin de vous permettre de démarrer votre journée en beauté, dans la gaieté, dans le sourire. Corelias, bonjour. Bonjour. La pleine forme? Oui, je suis en pleine forme malgré ma dépresse. Je suis en déception amoureuse. Ah bon? Oui, d'aujourd'hui jusqu'au 14 février, je suis en déception amoureuse. Ok, et pourquoi? En décembre, j'ai eu une mésaventure avec une fille qui s'appelle Adjoa. Elle est dans mon quartier à Guigane. Adjoa, vous connaissez les cassettes d'entre-temps, il a la face A et la face B. Bien sûr. Quand tu regardes Adjoa par derrière, donc la face B,
elle est tellement belle. Vous comprenez ce que je dis? Le derrière ressemble un peu à la dépression de la lama. Ah, d'accord. Et c'est bien potelé, c'est bien enrichissant et c'est bien... Assez de qualificatifs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Donc c'est tout ça qui m'a attiré. Et je suis venu vers Adjoa un soir à Gbegame. C'était très magnifique. Je me suis approché d'elle. Et j'ai constaté que plus je m'approchais d'elle, il y a quelque chose qui se passait. Comme quoi? En moi, la tension montait et mon cœur était encore plus en forme. Mais j'ai constaté que quand je suis venu à 1 centimètre d'elle, qu'il avait une petite odeur qui se dégageait. Elle ne protégeait pas l'environnement dans son environnement immédiat. Quoi? Mais cela... Il y avait des caniveaux à côté ou bien? Des caniveaux naturels qu'elle portait, elle se déplaçait avec ces caniveaux. Mais cela ne m'a pas quand même empêché parce que je sais que la beauté féminine se trouve en profondeur. Il faut aller en profondeur des choses. Donc j'ai fait ce que vous avez l'habitude de faire et que les téléspectateurs le font chaque fois. J'ai fait ça, elle a accepté, elle m'a envoyé chez ses parents. Je suis venu chez ses parents, j'ai vu un troupeau d'enfants m'accueillir. J'ai dit, mais c'est qui tous ceux-là? Mais ce sont mes frères. Lui, c'est Roméo, il est au CM2, il n'a pas encore fini de payer sa scolarité. L'autre, c'est André, il est mécanicien, il n'a pas encore pris son diplôme. Et le petit là, j'ai dit, le petit là, il s'appelle comment? Il dit que c'est Alexandre. Alexandre n'a pas encore pris son vaccin. Et qu'on est en train de cotiser. Comme je suis là pour cotiser. Je vous jure, de la maman jusqu'à Adjoa, eux tous m'ont fini, ils ont fini mes économies. Ah bon? C'est pourquoi j'ai composé d'ailleurs une chanson. Pour démarrer ma déception amoureuse, j'ai composé une chanson pour dire à Adjoa officiellement que c'est fini totalement. Ah bon? Oui, est-ce que vous pouvez nous redonner cette chanson-là? Nous n'irons plus jamais là où tu as fini mes économies, Adjoa. Nous n'irons plus jamais. Cette fois, c'est moi-même qui ai décidé. Nous n'irons plus jamais pour que tu puisses manger du shawarma. Nous n'irons plus jamais. Je dis plus jamais, plus jamais. Adjoa, c'est fini. Adjoa, c'est la fille qui a fini mes économies. Adjoa, c'est fini. Mon cœur n'est plus disponible à t'aimer encore. Adjoa, c'est fini. Adjoa, c'est la fille qui a fini mes économies. Adjoa, c'est fini. Je ne suis plus disponible à t'aimer encore. Je vais le dire en anglais. Là, ça va être plus grave là. Adjoa is the end. Adjoa is my first I love you. C'est mon premier amour. Adjoa is the end. I have not the capacity to love you again. Are you understand now? C'est fini maintenant. Voilà, c'est fini maintenant. Merci beaucoup. J'espère qu'Adjoa a compris. Adjoa doit comprendre. Adjoa doit comprendre. Si il faut donner de l'argent, elle prend ça directement. Mais quand je veux rester en étroite collaboration avec elle, elle me dit de respecter les gestes barrières, 1 mètre de distance. Oui, justement. C'est quoi le problème? Mon argent ne respecte pas les gestes barrières. Mais mon corps doit respecter les gestes barrières. D'accord, merci beaucoup. Merci Corelias. Merci. Si ma mémoire est bonne, c'est bien sûr Jodassin qui a chanté ça, non? Bon, enfin. D'accord, en tout cas, vous l'avez paraphrasé. On a compris. Enfin. Merci beaucoup de nous avoir fait rire ce matin. Merci. Très bonne journée à vous, Corelias. À vous-même. Très bien. Voilà, Corelias nous a permis de commencer à chanter. Et puis, Adjoa, oui. Pourquoi ne pas chanter Jennifer? Ça dépendra de vous. D'accord. Alors, après donc l'instant humour, mesdames et messieurs, nous allons voir le clip du jour. Et aujourd'hui, nous allons chanter avec un couple d'artistes. Le couple... Diesi et Anka qui nous propose ici Parce que c'est toi. C'est une très belle chanson, un rock. C'est trop fort.
d'avoir la faiblesse d'aimer et de le dire. C'est parce que c'est toi que mon monde s'arrête, parce que c'est toi que ma route tourne, parce que sans toi je n'y arriverai pas. Je veux que la terre sache que mon ciel c'est toi, parce que c'est toi, parce que c'est toi, parce que c'est toi, parce que c'est toi. Et mon domaine des bonaliques, bon et ouais ouais, zomba présent, j'ai vivu entendre chez les temps. Et mon domaine des bonaliques, bon et ouais ouais, zomba présent, j'ai vivu entendre chez les temps. Wamini, 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 viens m'aider maï. Wamini, 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 viens m'aider maï. Parce que c'est toi, 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 parce que c'est toi. C'est toi, parce que 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 c'est toi. Wamini, 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 viens m'aider maï. Wamini, 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 viens m'aider maï. J'ai vivu entendre chez les temps. Et ma domaine des bonaliques, bon et ouais ouais, sans pas présent, j'ai vivu entendre chez les temps. Ben, tu es vivi, c'est ça. Ouais, c'est bon, ben, tu es vous, mais il est temps. Ah oui, c'est beau, hein, c'est beau. Daisy et Anka qui chantent l'homme qui dit à la femme, je veux que la terre sache. Que mon ciel, c'est toi. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est assez fort, hein? C'est assez fort comme une déclaration d'amour. Et c'est ce que nous souhaitons au couple, que l'on se dise par moments ces paroles. Ça renforce l'amour dans le couple. En tout cas, ah oui, dédicace à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci. Donc, et je vous précise, nous aurons une surprise au cours de cette émission. Eh bien, le couple Anka sera sur ce plateau pour nous parler de leur actualité. Donc, ne partez pas, restez collés, scotchés. Dans quelques instants, nous allons ouvrir le plateau de notre débat. Nous voulons parler aujourd'hui, Jennifer Sativi, de ces hôpitaux qui refusent d'accueillir certains cas de malades. De malades ou d'accidents, pour la plupart du temps très graves en fait. Voilà. Donc, le débat va se faire juste après ceci. Nous sommes là, nos invités également sont là. Jennifer Sativi, et si vous les faisiez découvrir à nos téléspectateurs très rapidement. Justement, nous sommes ce matin avec le président de l'Ordre des médecins du Bénin, Monsieur Francis Dossou. Bonjour. Bonjour Madame la journaliste, bonjour Monsieur, bonjour. Aux éditeurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un En face de vous, c'est Madame Eponine Godonou-Guézo. Vous êtes parent d'une victime et donc vous êtes sur ce plateau en tant que témoin pour nous raconter un peu votre expérience. Et au téléphone rock, on sera avec le docteur Achille
Metaou, justement, qui est sociologue des questions de la santé. Il est également urgentiste. Absolument. Et voilà donc décliner l'identité de nos invités qui feront ce débat avec vous, mesdames et messieurs. Comme nous vous le disions, nous aurons des témoignages sur ce plateau. Nous aurons également des témoignages à travers une vox pop que nous avons réalisée pour soutenir le sujet et qui montre que c'est un problème réel, ce qui se passe dans nos hôpitaux. J'ai bien envie de commencer par Madame Eponine Godonou-Guézo. Vous avez tout récemment été victime d'une situation du genre et vous continuez à être attristé par cette situation, l'accueil dans les hôpitaux. Que s'est-il passé concrètement? Merci à toi, merci à vous, les journalistes, pour m'avoir invité malgré la douleur qui est encore présente. Ouais. Et il était important et nécessaire que je puisse en parler. Si ça peut aider d'autres patients ou si ça peut aider notre gouvernement à faire diligence pour pallier à certaines erreurs qu'on subit tous les jours dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire que la journée du 29, mon grand frère a été transporté en clinique parce que déjà la veille, on l'a perfusé, on a fait une prise de sang. Et le lendemain, on était reparti pour la deuxième perfusion quand, suite aux analyses, on nous a dit qu'il avait une anémie très sévère. Donc, le médecin de cette clinique ne pouvait pas le garder. Il a dit qu'il faut absolument qu'on aille dans un centre de santé qui pourrait le transfuser immédiatement. Au moment où il parlait, c'était dans l'immédiat. Oui. Seulement dans les conditions comme ça, aucun médecin, je veux dire déjà à partir de ce médecin-là de la clinique, ils ne prennent pas le temps de téléphoner à tous les hôpitaux pour contacter, pour savoir qui peut prendre ce patient pour telle pathologie. Rien, on vous laisse à vous-même. Donc on a quitté de là, on nous a envoyé encore dans un autre hôpital, pareil, ils ne pouvaient pas le prendre. Mais en temps, l'heure défilait parce qu'on a commencé à faire la tournée, il était 9h et quelques. Jusqu'à 13h, on arrivait au grand hôpital. Où on a atterri, eux aussi nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous prendre parce qu'ils n'ont pas de place, que l'hôpital était complet. Dis donc. Donc ils nous ont envoyés dans un autre hôpital aussi. Et là, on a quelqu'un, on a un oncle qui travaille dans cet hôpital-là. On l'a appelé, on a dit voilà la situation. Ça fait depuis 9h qu'on court et là il est 13h, on devait le perfuser, on devait lui transfuser du sang. Et on est toujours au point zéro. Personne ne veut nous prendre. Il a dit attendez, moi j'arrive. Effectivement, il est arrivé et il a fallu qu'il soit là pour qu'on nous accepte en urgence. Pourtant, c'est déjà une urgence. Et je n'admets pas et j'arrive toujours pas à croire qu'on vous dit anémie sévère. Il faut transfuser en même temps du sang. Et aucun système n'est là pour vous aider à arriver à faire ça. Et une fois maintenant là, on nous a admis, on a fait les examens, on a fait ci et ça, les radios et tout ceci. Avant qu'on le transfuse, il était déjà 18h quand on l'a transfusé. Parce qu'il y a, évidemment, pour les sangs, il y a une procédure à suivre. D'abord, on nous dit qu'il n'y a pas de sang. Ça, c'est le problème systématique, il n'y a pas de sang. Et il a fallu qu'on intervienne aussi pour que nous ayons des poches de sang. Et pour avoir la poche de sang, il y a toute une procédure derrière, en amont qu'il faut faire. Donc ça prend du temps. Et quand c'est urgence comme ça, normalement, il devait avoir un système en place qui vous permet de faciliter les choses aux accompagnateurs. Donc c'est comme ça que finalement, de maladie en maladie ou de diagnostic en diagnostic, on va dire, le Covid est rentré dedans. Et on l'a transféré à Alada. Parce que, soi-disant, on ne voulait pas d'ailleurs qu'il aille à Alada. On a refusé qu'on le transfère là-bas et qu'on n'a pas un bon retour de Alada et qu'on ne voudrait pas qu'il y aille. Ils ont dit si on l'amène de là, qu'on l'amène ailleurs et que le cas s'aggrave, il ne faut pas qu'on le ramène. Et je dis, on va y réfléchir. Là, ils ont parlé, son taux de créa aussi était élevé, il fallait faire une dialyse en urgence avant de l'envoyer à Alada. Donc, on a fait la procédure. Le matin, ils l'ont dialysé très tôt. Et après, ils l'ont envoyé à l'ADA. Seulement, ce qu'ils ont oublié de nous dire, c'est que le dimanche qu'on dialysait les gens qui sont positifs de Covid. Il n'y a qu'une fois par semaine, le dimanche, qu'on les accepte au CNH. Une seule fois? Une seule fois par semaine.
Alors, on nous a dit, après qu'il a fait la dialyse, le docteur, le professeur nous a dit, avec les résultats, parce qu'il y a un biologiste qui était là avec nous, qui a fait le bilan en même temps après la dialyse pour nous dire où on en était. Il a dit, vous pouvez l'amener. Il va tenir une semaine. C'est le professeur qui disait ça, je ne vais pas citer de nom. Ouais. Le professeur de la session disait, il va tenir jusqu'à dimanche prochain. Vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Parce que moi, mon problème, c'était ça. Je sais que quelqu'un qui est dialysé devait dialyser 2 fois au moins par semaine. Donc, une semaine, ça faisait juste, vu le traitement qu'il ira subir là-bas. Ils nous ont rassurés. Donc, maintenant, là-bas, à mardi, il est parti le dimanche après-midi. Mardi, déjà, l'hôpital d'Alada nous demandait une dialyse. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai frappé à toutes les portes, on a frappé à toutes les portes, mais aucune solution. On nous a dit on doit attendre dimanche. Donc tous les jours, on nous envoyait des ordonnances, on achetait, on amenait pour le maintenir jusqu'à dimanche. Malheureusement, il a succombé le vendredi matin. Voilà. Voilà la situation, Jennifer. Justement, c'est un témoignage très poignant. Donc, Monsieur Dossou, dites-nous un peu. Vous avez suivi le témoignage de Madame. Tout est parti de refus répétés. Donc, on se demande qu'est-ce qui peut pousser des médecins assermentés à avoir ce genre de réaction face à des cas plutôt graves. Merci, Madame la journaliste. Je voudrais, d'entrée de jeu, présenter mes condoléances à Madame Guézo pour cette disparition. Son frère qui décède, ce n'est pas une chose agréable, surtout qu'il est décédé manifestement avant d'avoir les 80 ans, les 90 ans que l'on attend. Paix à son âme, que le Seigneur lui-même fortifie la famille et vous soutienne. Maintenant, comment faire pour expliquer déjà ce qui s'est passé et pour que cela ne se produise plus? C'est difficile. C'est difficile. Vous trouvez une excuse à ce qui s'est passé? Non. Les refus il n'y a pas d'excuse à trouver à ce qui s'est passé. Et ce qu'il faut faire, c'est comprendre déjà pourquoi les formations sanitaires refusent de recevoir. Si les centres où ils sont allés n'ont pas d'autorisation de transfusion, parce qu'il faut une autorisation pour pouvoir transfuser, ils ne peuvent pas recevoir un malade qui doit avoir une transfusion en urgence. Mais là, c'est un grand centre. C'est vrai qu'on ne lui a pas permis de citer le nom de l'hôpital, mais c'est un centre qui peut... L'autorisation pour transfuser ne dépend pas de la taille du centre. Ça dépend d'autres éléments. Moi, je suis en train de réfléchir, de chercher les raisons pour lesquelles on peut refuser un patient. Le fameux grand centre, c'est peut-être à la fin, c'est finalement là qu'il a été reçu. Oui, après savoir contacter des personnes habilitées. Il y a aussi le fait qu'il y a saturation, il ne faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de patients qui sont là et qui bouchent le chemin. Ce n'est pas leur faute, mais pour recevoir un malade, il faut bien que les autres malades guérissent et s'en aillent. Ou alors, si c'est aux urgences, qu'ils puissent être admis dans les services où ils doivent être admis. Parfois, ça ne se fait pas, et si c'est bouché, c'est difficile de remplir une bouteille, de mettre de l'eau dans une bouteille qui est déjà pleine d'eau. Donc, ce sont les explications superficielles qu'on peut apporter. Mais vous savez, en dehors de ces explications que vous essayez d'apporter, il y a le comportement de ces agents de santé, de certains agents de santé. Face à un jeune accidenté, par exemple, on lui dit, bon, pendant que nous sommes ici à veiller, vous allez boire de l'alcool et puis vous restez là, etc. C'est des choses que l'on entend. Est-ce que c'est normal? Déjà, je suis bien content de ce que vous parlez d'agents de santé. Oui. Parce qu'il y a très vite un amalgame qui est très vite fait entre l'agent de santé, qui peut être l'infirmier, l'aide-soignant, l'agent d'entretien, quelqu'un qui porte une blouse, qui est chargé de collecter les fonds chez les patients, etc. Il y a un amalgame qui se fait entre tout ce monde-là et le médecin. Très franchement, un médecin ne devrait pas avoir ce comportement. Le médecin est formé
pour accueillir le malade, quel qu'il soit, sans faire attention à son origine, au sexe, à la religion, au comportement et tout. Il est formé pour ça. Et quand il ne respecte pas ces éléments de sa formation, eh bien, il est passible de sanctions. Et c'est à cela que l'ordre s'emploie. On a l'obligation d'accompagner nos confrères à faire ce qu'on leur a appris, c'est-à-dire à bien prendre en charge les malades qui leur sont confiés. Maintenant, tout le monde porte la blouse, tout le monde est doto, locotoro, etc. Et quand quelqu'un fait quelque chose, on dit les médecins ont fait, je crois qu'il faut faire attention. C'est dans les hôpitaux que cela se passe. Oui, mais il n'y a pas que des médecins dans les hôpitaux, cher ami. C'est vrai qu'il n'y a pas que les médecins dans les hôpitaux. Et il y a également un autre cas qu'elle a soulevé tout à l'heure. Il a fallu l'intervention d'un parent pour que l'on essaye de lui venir au secours. Généralement, on assiste à ça. Quand vous avez un parent malade, vous êtes obligé d'appeler des proches ou bien des connaissances pour que l'on vienne au secours. C'est à croire que lorsque vous n'avez personne, c'est que vous êtes dans le couloir de la mort. C'est ça. C'est une situation que personnellement je déplore, pas seulement dans la santé, je vous en prie. Vous savez très bien que dans plusieurs administrations ici, il faut connaître quelqu'un pour pouvoir avoir ce à quoi on a droit. Ça ne devrait pas être le cas. Oui. Ça ne devrait être le cas nulle part. Et encore moins dans à la santé. Tout à Parce fait. que dans la santé, il n'y a pas de marche arrière. Quand la personne est morte, elle est morte. Donc oui, ça c'est déplorable. Maintenant, je ne veux pas que vous ayez l'impression que je suis là comme défenseur des médecins. Non, quand ils font mal, je dirais qu'ils font mal. Mais là encore, lorsque le médecin sait qu'il y a un malade qui est là, qui l'attend, il s'en occupe. Or, il y a souvent... il n'est pas au premier contact. Ce n'est pas lui qui reçoit le malade. On reçoit le malade et on vient lui rendre compte. Et là, il se déplace pour venir. Habituellement, c'est comme ça. Si on est obligé d'intervenir auprès de celui... Enfin, des fois, l'intervention dont il s'agit, c'est quelqu'un qui connaît le médecin et qui l'appelle. Voilà. Et là, il se présente. Bon, ça ne devrait pas être ça. Mais est-ce qu'il y a un système qui est mis en place pour limiter ce genre de pratique-là? J'espère qu'avec les décisions récentes du gouvernement, que les médecins pourront prendre en main le secteur hospitalier correctement. Les décisions, c'est ce que le médecin, il est chef d'hôpital, il a souvent un meilleur contact avec les chefs de service qui auront des obligations et qui vont à ce moment prendre vraiment les choses en main parce qu'ils se sentiraient soutenus par leur hiérarchie. Et j'espère que chacun prendra, il y aura une innovation qui permettra à chacun de prendre ses responsabilités et d'agir pour que les malades soient bien reçus et soient bien traités. J'espère. Oui, allez-y, madame. J'allais intervenir aussi dans la même idée. En fait, il y a autre chose qui se passe. C'est que quand vous amenez votre patient et que le médecin qui est référent, qui est de garde, vient vous voir, il y a un problème vraiment c'est que la personne, l'accompagnant, c'est quelqu'un qui a amené son malade. Il a besoin de savoir ce qui se passe. Moi, je suis très curieuse et je pose beaucoup de questions. C'est ma nature. Et je m'y connais un peu dans le médical. Donc, le jour-là, c'est limite si je ne l'enquiquinais pas, en fait. C'est limite si je ne lui prends pas la tête avec mes questions, à comprendre le pourquoi des choses, pourquoi il prescrit ça, pourquoi il doit faire ça, pourquoi il doit faire ça. Il a tel symptôme, qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'il dit? C'est vrai, je ne suis pas le médecin, mais je peux en parler parce que j'ai été avec lui pendant tout le temps pour savoir les différentes étapes qu'il a eues avant qu'on amène à l'hôpital. Il faut qu'il donne la chance aux gens de pouvoir s'expliquer et expliquer aussi aux accompagnateurs ce qui se passe pour les rassurer. Mais c'est limite qu'on vous traite comme un moins que rien. Mais madame, je comprends votre douleur, mais quelque part, est-ce que vous ne pensez pas que certains accompagnateurs ont tendance à se substituer aux médecins? Ils vont jusqu'à dire c'est tel médicament. Je ne le laisse pas répondre parce que en fait, c'est le droit c'est la panique, du patient, le droit de l'accompagnateur de savoir. Et c'est le devoir du médecin
de le calmer, de lui expliquer. Ou de me dire le temps, voilà, c'est pas le moment propice, ou je sais pas, et après revenir me voir. Mais voilà, les médecins n'ont pas cette patience-là. On dit faites sortir la dame là, ou bien faites sortir le monsieur là. C'est ça, c'est ça. Le pire, c'est ça. Et je vous jure, le jour où on devait faire la dialyse, Monsieur le Président, le jour où on devait faire la dialyse, il a fallu qu'on aille 2 fois au centre de dialyse et qu'on retourne l'enfant pour dire qu'il n'était pas prévu. Il a fallu que je vienne moi-même en personne pour aller voir le surveillant de la dialyse. Je dis, mais écoutez, c'est le professeur même qui nous a donné rendez-vous. Appelez-le. Demande-lui si on a menti. Il dit non, il n'appelle pas. Je dis si, vous allez l'appeler. Vous allez l'appeler parce que c'est lui qui nous a donné rendez-vous à 7 heures. Il est déjà plus de 7 heures. Il n'est pas là et vous ne voulez pas faire le nécessaire. Mes discussions, ça a duré à peu près une demi-heure. Hein, avant qu'il n'admette que, ah si, les Covidéens, c'est aujourd'hui. Allez le chercher. Je pars maintenant chercher mon frère. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive là, il n'y a pas de brancardie, il n'y a personne pour m'aider à l'amener sur le fauteuil roulant. Je suis allée toquer de porte en porte. Finalement, je suis tombée une porte où il y avait les aides, enfin ceux qui aident, les agents qui aident à pousser. Oh, ils écoutaient leur musique tranquille sur leur lit. Et ils étaient tranquilles. Et ils me commençaient à me poser encore des questions, comme un médecin carrément, pour savoir le pourquoi des choses, pourquoi il doit l'amener. Je dis, le professeur attend. J'ai été obligée de mentir. J'ai dit, le professeur, il attend. Il a dit d'amener tout de suite le patient. Et là, ils ont délégué un jeune homme parmi eux. Je crois qu'il est venu il n'y a pas longtemps. Il a dit qu'il ne connaît pas là où il y a la dialyse. Je dis, je vais t'amener parce que j'y viens. Je viens de là-bas. C'est comme ça, en insistant comme ça, finalement, je l'ai amené pour qu'on lui fasse la dialyse. C'est vrai, quand on voit, moi, quand je suis rentrée, j'étais sidérée de voir tout le travail que notre chef d'État il a fait. Il a fait des routes, il a fait des choses formidables qui rend le Bénin vraiment magnifique. Mais il y a un travail qu'ils ont à faire, ou même 2 là, c'est la santé et l'éducation. Parce que les autochtones, ils souffrent. Les gens qui viennent, moi j'étais là quand mon frère était là, j'ai vu 2 accidentés qu'ils ont amenés en voiture, qu'ils ont amenés de Webo. Jusqu'à là, on les a retournés encore. Parce qu'il n'y avait pas de place. J'avais mal pour ces familles-là. 2, ils étaient couchés, blessés, le sang comme ça. La situation, elle est déplorable. Oui, nous comprenons votre douleur, madame. Franchement, c'est pas la joie. Nous allons voir du côté des concitoyens qui vont aussi témoigner de ce qu'ils vivent dans les hôpitaux lorsqu'ils y vont. C'est une vox pop que nous allons écouter. J'ai été victime. Nous avions amené la femme de mon jeune frère, qui est déjà presque à terme. Et elle a déjà commencé le travail, on l'a amenée là, on nous a prescrit des ordonnances. Mais il s'est fait que nous n'avons pas assez d'argent pour tout payer. Nous avons payé ce qu'on doit payer, mais on amène, on dit non, il faut la totalité. Je leur dis, je vous en prie, vous pouvez aller chercher les médicaments pour sauver la vie en attendant que les parents du patient aillent payer les ordonnances. Ils nous ont dit niet. La femme est restée là souffrante. Heureusement, elle n'est pas morte. Pendant 2 jours, nous sommes allés à Lomé payer le médicament avant qu'on ne la traite. Aujourd'hui, le monde est moderne. Hier, il n'y avait pas du tout de plateau. Il n'y avait rien. Et on sauve la vie humaine. Aujourd'hui, quand la modernité est là, qu'ils pensent déjà à leurs dépenses physiques. Quand tu penses à ta dépense physique pour sauver quelqu'un, tu réussiras à tout. Mais quand tu vois la modernité pour dire que je n'ai pas ce seringue-là qui est magnétique, à cause de ça, je ne vais pas travailler, non. Vous êtes là pour sauver et non pour tuer les gens. Oh, ils pensent à leur poche. Ils pensent à leur poche. Mais le budget qui est voté pour les indigents, c'est là. Le ministère de la Santé doit veiller à ça là. Parce que nous sommes tous potentiels candidats aux accidents. Au cas grave, ça peut arriver au ministre, ça peut arriver au président de la République. Donc, si on l'amène, vous allez nous dire qu'il n'y a pas d'argent, il faut aller payer les médicaments d'abord. Non, pardon. Nous sommes dans quel pays?
Mani Subo, et mon moyen, là, de Karika, va y au sort et de la quand il vient, on l'a tassé, on m'a sorti un nœud. On l'a non fou, on l'a bien capé, on l'a bourré, et là, il y a donné. Même au fou, on a quand dit qu'elle fait cette semaine. Il y a la TV, de vieux à vivre, là, il n'a mis ça, on l'a tassé fou, non. C'est l'égoïsme humain qui amène à ce niveau. C'est l'intérêt personnel qui amène à ce niveau. Parce que pendant qu'on est en train de refuser d'autres, d'autres peuvent arriver et ils seront acceptés. Souvent, si tu dénonces, à qui tu veux rendre compte? Peut-être c'est ces beaux-parents qui sont en haut. Donc tout ce que toi tu dis, c'est comme inutile. Je demanderai aux médecins, bien vrai, leurs moyens sont limités, d'accord, mais il y a le peu pour sauver. Tu ris de ton frère aujourd'hui et qui rira de toi demain, tu ne le sauras jamais. Tout ce que tu fais dans la vie te rattrape. Dieu ne doit à personne. La nature ne doit à personne. Tout ce que tu fais, ça te revient. C'est pourquoi, par ce canal-là, moi je les prie, je leur demande pardon d'oublier ce principe d'égoïsme et d'accepter tout le monde, de faire ce qu'il peut faire pour sauver la vie humaine. C'est nécessaire, c'est primordial. Voilà, donc c'est nécessaire, c'est primordial. Vous venez de suivre les réactions de quelques usagers des hôpitaux qui déplorent la situation dont nous parlons sur ce plateau. Jennifer Oui, Roch, et justement, quand on écoute ces populations-là, on a l'impression que chaque personne a d'une façon ou d'une autre vécu cette situation qui est vraiment déplorable. Donc, Monsieur le Président, que pensez-vous des réactions? Les réactions sont un vécu des populations. Bon, les commentaires peuvent ne pas être tous bien réfléchis, mais la situation est réelle que devant les situations d'urgence, on exige un minimum pour recevoir le malade. Je crois que là encore, il reste du travail. Hein. J'ai l'impression qu'enfin, les politiques, je ne parle pas du régime actuel, enfin les politiques ont compris, j'ai l'impression qu'ils ont compris que la santé est un bien primordial. Parce que c'est inscrit dans la Constitution, mais on n'a pas l'impression jusque-là que la santé est importante. Sauf quand on tombe malade, c'est là qu'on s'en rend compte. Les médecins dont je suis, nous avons fait beaucoup d'efforts, beaucoup de démarches. Nous avons même fait des grèves pour que l'on mette en place un régime d'assurance maladie universelle. C'était il y a une dizaine d'années, un peu plus. Et on a eu gain de cause. Actuellement, il y a le régime large qui est en cours et qui va certainement prendre en charge les malades aussi. Est-ce que vous pensez que ça va régler un problème lorsque vous êtes détenteur de cette carte que vous rendrez dans un hôpital? Est-ce que c'est déjà une garantie pour qu'on vous prenne en charge automatiquement? En tout cas, ça devrait régler la question financière. Parce que ça a été posé. On dit qu'il faut acheter, il faut... En principe, moi, quand je faisais mes études au début, on soignait le malade au CNHU. Et c'est après qu'on faisait la facture. Mais ce sont encore les mêmes populations qui disparaissaient de l'hôpital avant qu'on ne puisse leur réclamer l'argent. Donc l'hôpital est tombé parce que n'ayant plus de moyens financiers pour continuer à tourner. Vous savez, le comble, c'est que vous avez l'argent, mais on vous refuse le soin. Que dire face à cela? On ne peut pas refuser le soin si vous avez l'argent et s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. S'il n'y a pas de place, il n'y en a pas. S'il n'y a pas le type de soin dont vous avez besoin là où vous êtes, ce ne serait pas juste de vous recevoir. Tout au plus, enfin, sinon, tout au moins, on vous reçoit, on vous conditionne pour pouvoir vous transférer là où vous devez recevoir les soins adéquats. Les premiers soins. Voilà. Mais c'est ça le pas principe. Non plus. Ça, ils ne font pas non plus. C'est ce que je disais tantôt.
Quand un hôpital ne peut pas, il doit tout faire pour trouver l'hôpital qui pourrait accepter le patient, au lieu de le laisser livrer à lui-même et qu'il fasse d'hôpital en hôpital cherchant qui va l'aider. Ça, ça devait rentrer dans leur charte même. Si tu ne peux pas, cherche pour que l'eau puisse y aller, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne en France. Vous le savez. Oui. Quand vous allez dans un hôpital, il ne peut pas, il téléphone, il fait tout ce qu'il faut pour vous traiter. Même déjà l'ambulance qui vient vous chercher, il sait où il doit vous amener parce qu'il a appelé à l'avant. Mais si on vous laisse vous débrouiller tout seul. Oui, mais en fait, il y a un système. Il y a un système qui est bien en place et qui... Et pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est quoi la faille? Je ne sais pas où est la faille. Il y a un système de référence et contre-référence il faut le communiquer au public. Il faut le communiquer. De niveau. Oui. Il y a des niveaux de référence. Les appels sont possibles. Même à l'intérieur du pays, il y a des systèmes de communication par radio qui permettent de déplacer des gens d'un centre vers un autre. Si ça ne fonctionne pas, il faut que la hiérarchie gère. Mais puisque vous êtes sur le plateau, Monsieur le Président de l'Ordre des médecins du Bénin, nous allons profiter et poser d'autres situations. Vous savez, il y a par exemple, nous sommes en période de Covid. Comment comprenez-vous que l'on déclare que certains patients sont malades du Covid et qu'on les amène quelque part et qu'après le résultat n'est même pas encore sorti? Et après, le résultat sort, on dit que non, cette personne n'est plus malade du Covid. Comment vous interprétez cette situation? À la limite, il est préférable de poser un diagnostic excessif, au risque de se tromper, et de finir par sauver la personne plutôt que de dire non, ce n'est pas ça et que la personne meurt de cette maladie finalement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parfois, la personne meurt et c'est après, on lui dit, par exemple, vous souffrez de si Covid. La personne meurt, on ne peut plus lui dire. Non, bon, voilà, c'est parents. Vous souffrez du Covid, c'est pour ça qu'on vous a amené à tel endroit. La personne décède et c'est après que le résultat sort, on se rend compte que la personne ne souffrait même pas du Covid. Oui, l'erreur diagnostique est une erreur qui est dépendante de beaucoup de choses. Mais qui est souvent répétitif ici. C'est ça le problème. Oui, on ne peut pas faire de choses avec assurance si on n'a pas les moyens qu'il faut pour être sûr de ce que c'est. Le diagnostic de Covid, on va dire qu'il y a plusieurs types de tests. Il y a le test PCR, rapide, il y a le test PCR, mais ce n'est pas tout. Parfois, ces tests sont négatifs et c'est au scanner qu'on découvre que c'est vraiment le Covid ou pas. Donc, or, tout le monde ne passe pas au scanner et en plus... Mais que dites-vous alors de ce cas où le patient, on lui avait dit qu'il souffrait de Covid, on l'a amené à l'ADA, arrivé là-bas, on découvre par la suite que non, voilà, il ne souffrait pas de Covid, mais entre-temps, il décède. Au lieu de remettre le corps à la famille, on refuse, on dit, une fois qu'on l'a déjà amené dans ce centre-là, eh bien, c'est l'État qui va se charger de l'inhumation de la personne. C'est ce qu'on a vécu, oui. Ça, c'est un peu trop lourd. C'est l'État qui a décidé de s'occuper des corps de ceux qui seraient... Mais le résultat est là, la personne n'est plus. N'est pas. Là, cette question s'est trompée de destinataire. Je n'ai aucun argument pour répondre à ça. Non, mais franchement, en matière d'épidémie, de gestion des épidémies, les décisions sont prises au haut niveau. En bas, on applique. Maintenant, si il y a eu une suspicion d'infection épidémique de Covid, c'est considéré comme tel jusqu'à preuve du contraire. Et même la preuve du contraire n'est pas sûre, puisque la suspicion a été faite sur un certain nombre d'éléments, et donc la preuve du contraire s'est faite sur d'autres éléments. Et de toute façon, pour éviter le risque qu'on soit trompé et que parce qu'on s'est trompé, on contamine d'autres, l'État agit et c'est son droit. Dis donc. C'est à croire que même les humains qui vont là-bas voir leurs parents et qui reviennent sont systématiquement déjà contaminés. Si c'est contagieux, il vaut mieux même pas y aller.
pour une visite aux malades on contagieux. rend pas visite. Bah oui. Ouais, D'accord. quand on revient, on rend Vous pas permettez, nous allons mettre en liaison très rapidement avec notre invité au téléphone, Dr Achille Metaou. Il est médecin urgentiste. Bonjour. Oui, bonjour, chers Oui, amis. voilà, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons du refus des malades par certains hôpitaux. Nous avons sur le plateau le président de l'Ordre des médecins. Nous avons également un parent de victime. Alors dites-nous, vous qui êtes médecin urgentiste, pourquoi certains hôpitaux refusent de façon catégorique de prendre en charge certains cas de malades ou bien d'accidentés? Bon, merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie le professeur en studio et tout le monde. Ouais. Moi, je suis un peu perlé parce que je ne sais pas. Est-ce que réellement les gens peuvent refuser des malades? Mais c'est bien le cas, et beaucoup de personnes l'ont témoigné. Oui, parce qu'il peut y avoir des problèmes de communication, des problèmes de malcompréhension et on peut penser que c'est un refus. Sinon, je ne vois pas ce qui peut pousser quelqu'un à refuser parce que, alors que c'est son travail, c'est pour cela que lui est là. Donc, à mon avis, bon, ce n'est pas une question de refus parce que je suis sociologue de santé, ce n'est pas forcément la question de refus, c'est peut-être que notre mécanisme n'est pas bien perçu. Et le système de transfert des malades n'est pas bien suivi parce qu'il y a un mécanisme de transfert du malade. Lorsqu'un malade doit quitter la périphérie pour le centre national de référence ou bien pour les centres de référence, forcément il y a un cheminement. D'accord. Il y a un processus qu'il faut faire. Ok, d'accord. Je vous comprends, hein, monsieur Metaou. À supposer que c'est un accidenté qui tombe sur la voie ou qu'un véhicule a percuté et que le véhicule qui l'a percuté a fui. Et ce sont des usagers de la route qui l'ont vu et l'ont ramené à l'hôpital. Il est blessé, le crâne, excusez, hein, il est entre la vie et la mort, on l'amène là. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on le voit déjà comme un candidat à la mort qu'on l'abandonne? Ou bien qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon. Peut-être que, vous savez, les parents ou la population ou les citoyens peuvent penser comme ça. Mais le personnel de santé ou le professionnel de santé ne peut pas le traiter de cette manière parce que c'est un accident, c'est une victime d'accident de la voie publique et qu'on l'a amené et qu'on va l'abandonner. Oui, c'est le cas, on l'a... Même les bandits, les hors de la loi, lynchés par la population, ne sont pas laissés pour compte. Moi, j'ai fait 8 ans au service des urgences de Cotonou. Donc, même les hors de la loi, lynchés par la population, ne sont pas laissés pour compte. Il y a un processus que peut-être qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous savez... Mais le citoyen lambda ne peut pas comprendre si c'est un centre de santé qui décide de référer un malade maintenant. On peut comprendre. C'est peut-être les EM qui ont vu la personne accidentée, gisant dans le sang, qui, par acte de générosité, l'ont amené à l'hôpital. Oui, je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous savez, tout le monde est agent de santé. Tout le monde devrait être agent de santé. Parce que ce n'est pas forcément ceux qui se sont habillés en blanc. Non, mais celui qui a vu la victime et qui l'a amené à l'hôpital déjà a joué sa partition. Et l'accès au service des urgences sur un protocole. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'arrivé au niveau des urgences, il y a ce qu'on appelle le tri des urgences. Il y a les extrêmes urgences, les urgences et les cas qu'on peut différer. Et ça là, la population ou bien celui qui vient ne peut jamais comprendre ça. Et lorsque les gens viennent aux urgences, c'est la seule équipe, peut-être c'est la seule équipe et qui doit beaucoup plus s'occuper du malade. Et si à l'accueil, le personnel, le système qui est à l'accueil a joué sa partition, il faut forcément que ça passe par celui qui va examiner et décider maintenant de la prise en charge. C'est peut-être à ce niveau que le problème va se poser parce que lorsque le matériel ou les consommables ne sont pas mis à la disposition du personnel pour assurer la prise en charge sans les moyens de la victime, mais les gens ne peuvent rien faire. La plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Si le personnel est présent, avec sa compétence, avec son expérience et qu'il n'y a pas de matériel pour travailler, donc on va penser que le personnel ne fait rien. Deuxième chose, si c'est un cas d'accident et qu'on doit prendre au bloc opératoire et que dans le même moment, dans le même cas, le bloc est occupé par une équipe qui est en train de prendre en charge
une autre victime, forcément, il doit avoir un retard. Et c'est là où, effectivement, le personnel de l'accueil... Et ce retard peut être fatal, hein? Pour soulager. Mais je voudrais simplement expliquer quand même qu'il y a un décret qui régit vraiment l'admission au niveau, par exemple, si je prends les urgences du Grand Sénat de Cotonou, il y a un décret qui s'occupe de ça. Le droit de passage est obligatoire pour tout le monde. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on ne va pas prendre le malade, mais que les gens comprennent que lorsqu'ils viennent aux urgences, il y a le droit de passage qu'il faut payer qui est à 14 000 francs et qui permet de prendre le malade, de l'examiner et qui donne droit à un des examens de laboratoire. Donc, si au cas où ceux qui ont amené le patient, personne ne paye les 14 000 francs, le patient il reste là et puis il va mourir dans les couloirs. Non, c'est ça ce que je dis, le patient ne reste pas là. D'accord. C'est pourquoi je vous ai donné comme exemple que même les hors-la-loi, n'initiés par la population, ne sont pas laissés pour compte. Ils sont toujours pris en charge. Mais il peut y avoir du retard dans la prise en charge, mais qui n'est pas dû, qui n'est pas un refus du personnel. Mais là, il y a aussi un système qui est mis en place actuellement qui ne dépend pas peut-être des professionnels de santé, mais du système. D'accord. Parce que lorsque le centre est occupé et qu'il n'y a plus de place, mais ceux qui dirigent actuellement disent on ne doit pas mettre les victimes par terre. À partir de ce moment, lorsque le patient vient, on demande de repousser chemin pour voir un autre hôpital. Normalement, le système, même les accidents, là, lorsque les groupements des sapeurs-pompiers arrivent à les ramasser, il doit avoir une communication pour voir l'hôpital qui a de disponibilité pour pouvoir prendre en charge le cas qu'ils sont en train de prendre. Voilà. Donc, il y a un problème de communication qui doit aller jusqu'au fin fond à la base. D'accord. Le citoyen, le lambda, lorsqu'il se retrouve devant une victime, il doit savoir quel est le comportement à faire. Okay. C'est beaucoup plus ça qui a manqué pour qu'on puisse corroborer les actions pour assurer la prise en charge de nos citoyens. D'accord. Merci. Refuser le malade, je ne pense pas. D'accord. On vous aura compris, Dr Achille Metao, pour vos explications ici. Merci et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Oui. Voilà, madame, nous revenons sur ce plateau. Vous avez entendu, il a expliqué, il s'est défendu, il a donné les probables raisons qui peuvent justifier ce que nous dénonçons. Dire qu'on ne refuse pas, c'est beaucoup dire, dire qu'on ne refuse pas. Là, il a utilisé le mot qu'il ne devrait pas, parce que ceux qui l'ont vécu vont dire qu'on a bien refusé. Mais à la fin, il s'était rattrapé en disant qu'il n'y avait pas de place. Que ça peut être l'une des raisons, ce que je comprends. Mais quand c'est le cas, comme il a dit, il y a un système qui devait vous informer de là où il y a la disponibilité pour qu'on vous achemine là-bas. On ne laisse pas en l'air comme ça. Monsieur le Président, je peux vous demander quelque chose? Je reviens toujours à la dialyse. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la prise en charge est à 0 pour les gens dialysés? Parce qu'apparemment, avant, il y avait une prise en charge que l'État donnait de 50%. Aujourd'hui, c'est carrément 0 francs. C'est le patient même qui doit assumer complètement sa dialyse du début même si ça dure 10 ans, c'est comme ça aujourd'hui. Et nous, on l'a vécu avec mon grand frère. C'est vrai, on ne se plaint pas. Heureusement qu'on a eu les moyens de le faire. Mais ceux qui n'en ont pas, c'est la mort certaine. Et j'ai même vu dans les journaux, j'ai lu dans les journaux la dernière fois où il y a eu beaucoup de morts suite à cette prise en charge qui est supprimée complètement. En fait, je ne savais pas que c'était à 0. Oui, c'est à 0 depuis, Nous sommes malheureusement un pays à ressources limitées. Là, je parle comme si j'étais un gouvernant. Nous sommes un pays à ressources... Parce que je me le suis laissé expliquer aussi. Et qu'on ne peut pas dilapider en griffe les maigres ressources que nous avons dans certaines activités qui ne sont pas rentables. Encore qu'il faut voir où est la rentabilité. Mais je crois au début que j'ai dit que qu'on a l'impression que les politiques n'ont pas mis la santé au niveau où il faut. C'est ça. Parce qu'en réalité, tout le monde est tributaire d'un déficit en matière de santé et on devrait travailler à ce que la santé ait un niveau performant. Je crois que les réformes dans le secteur de la santé ont cet objectif-là. Pensez ou vous êtes sûr?
Non, je pense, parce que il y a eu de hautes personnalités, des personnalités de haut niveau, pas seulement des professionnels de santé, qui s'y sont attelés, qui y ont réfléchi et qui ont amené un certain nombre de structures qui devraient organiser tout ça. Je pense même que l'Assemblée nationale a été appelée à prendre des décisions, à légiférer par rapport à cela. Il y a eu de la création de l'autorité de En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont... C'est vrai que nous attendons les fruits véritablement. En tout cas, les fruits à la patience et au travail. J'appelle mes confrères médecins à continuer à bien travailler, même si chaque fois qu'on veut parler du secteur de la santé, on ne commence pas par leur dire félicitations, merci pour ce que vous faites, parce qu'ils font beaucoup. Oui, il faut les encourager à continuer, il ne faut pas les décourager, il faut les encourager à continuer, mais il faut les encourager à veiller à ce qu'ils fassent bien leur travail et qu'ils mettent au centre le malade. Parce que l'une des choses, la première chose qu'on demande aux médecins, c'est de prendre à cœur la vie du malade. Voilà. C'est elle qui est primordiale. Jennifer Sativi, nous avons eu quelques messages très rapidement. Sur le forum, nous avons déjà la réaction de Yves-Patrick Loco qui nous dit « Normalement, un hôpital n'a pas le droit de rejeter un patient. On assiste malheureusement au phénomène pour les patients démunis. Le projet Arche est venu pour essayer de régler la chose. J'ai vu un jeune qui a les soins à qui les soins ont été refusés et qui est passé de vie à trépas. On a dit que pendant le corps médical veille dans les hôpitaux, les jeunes vont boire de l'alcool et vient les opportuner. Voilà ce que l'on dit. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit « Je pense qu'on peut porter plainte contre une formation sanitaire qui refuse de donner les soins. On peut tirer argument du principe de non-assistance à personne en danger. Je crois que d'autres tests existent aussi. J'en ai rapidement entendu dans une chronique juridique appelée Droit du savoir à la radio nationale. Voilà. Est-ce que dans ces cas où on se retrouve pas pris en compte par un hôpital, est-ce que le patient ou ses parents au cas où il serait décédé, ont le droit de porter plainte contre l'hôpital? Oui, ça c'est pas une question ça. C'est normal, on a le droit de porter plainte quand on n'est pas d'accord avec l'attitude, la façon dont on a été reçu dans un hôpital. On a le droit de porter plainte au niveau de l'ordre des médecins, si c'est un médecin qui est en faute. Mais est-ce que ces plaintes-là aboutissent? On va vous donner un peu beaucoup d'explications. Non, si la plainte est avérée, elle aboutira. Hein, ça c'est clair. Enfin, c'est vrai que c'est lent souvent. C'est lent parce que il y a lorsque beaucoup vous portez de plaintes. je donne un cas. Hein, vous amenez votre parent à tel endroit, on refuse de le prendre, et vous portez plainte, on dit c'est parce qu'il n'y avait pas de place, ou bien c'est parce que le médecin qui devrait le prendre était au bloc en train de s'occuper d'un autre. C'est fini, ça. Le dossier est classé. Si le médecin est occupé, vous patientez. S'il n'y en a pas d'autre, vous patientez. S'il y en a un autre, l'autre vous prendra. S'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. C'est vrai qu'on devrait organiser l'air, l'environnement sanitaire pour que la communication puisse se faire facilement et qu'on puisse savoir où est-ce qu'il y a de la place ou pas. Mais quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Okay. Vous savez, non, mais attends, par les temps actuels, en France, puisque vous venez de là, les hôpitaux refusent les malades et leur demandent, leur conseil même, vous êtes malade, restez chez vous. C'est ce qu'on a entendu. Les cas pas graves, oui. Les cas soignants comme ici aussi. Quand c'est Gérard qui vous dit, moi je l'ai eu, ne venez pas nous encombrer, c'est ce que ça veut dire. Nous allons faire rapidement un tour de table puisque le temps est parti à ce débat, est complètement parti, madame. Au regard de ce que vous avez vécu pour que cela change, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour que les patients soient mieux pris en charge et que l'on évite les erreurs de diagnostic, etc. dans nos hôpitaux? Alors, merci. Pour moi, il n'y a pas 10 000 solutions. Hein. Comme disait le président tout à l'heure, l'État est limité dans ses moyens. Tout ce qu'on souhaite, c'est que l'État tourne vraiment son regard vers la santé, surtout pour les autochtones, qui est un fonds
un fonds dans les hôpitaux qui permettent au moins qu'ils viennent en aide aux premiers soins pour soigner au moins les premiers. Ça, c'est le b.a.-ba. Le b.a.-ba que pour 14 000, à cause de 14 000 francs, on ne puisse pas soigner quelqu'un ou prendre quelqu'un en charge, c'est honteux. C'est honteux pour l'État que nous sommes. Et qu'ils prennent le temps aussi d'expliquer aux patients que nos médecins soient patients avec les accompagnants, ils leur expliquent réellement ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui amène un patient, il est paniqué. D'accord, dans son stress et tout, forcément, il peut le sortir. C'est à lui de le rassurer et de dire ce qu'il en est. Donc, j'encourage vivement le gouvernement à tourner son regard vers la santé. Merci beaucoup, madame. Oui, et professeur, qu'avez-vous à dire pour conclure ce débat? Ah, ça ne sera pas autre chose, hein, sauf que je serai peut-être un peu plus précis. Il y a la possibilité qu'il y ait une subvention pour la prise en charge des urgences, des 3, 4, 5 premiers jours d'urgence. Certains pays l'ont fait, où le patient il arrive à l'hôpital, il n'a pas à faire une ordonnance, on n'a pas à lui faire d'ordonnance, ce qui n'est pas normal, ça ne se faisait pas avant. Et qu'on puisse le prendre en charge, quitte à ce que son arche, enfin, sa carte puisse venir gérer, que son assurance puisse gérer. Mais tout le monde est un potentiel candidat aux urgences. Et donc il faut qu'on fasse en sorte, quelle que soit l'origine de la personne, qu'elle puisse bénéficier des soins en urgence et de bonne qualité. Merci beaucoup, oui. Si l'État m'entend, le gouvernement, le président m'entend, il faut absolument qu'il trouve une dialyse pour Alada. D'accord. Pour les Covid. C'est bien entendu. Voilà. Vous avez en face de vous le président de l'Ordre des médecins et qui va se charger aussi de lui transmettre la voix télévisée, je lui parle comme ça. Effectivement, c'est assez important. Merci à vous, chers invités, professeur Francis Dosso, président de l'Ordre des médecins du Bénin. Merci à vous. Merci à vous également, madame Eponine Godonou-Guézo, d'être passée dans cette émission. C'est vrai, vous avez eu un parent qui a succombé dans cette situation. Encore nos condoléances à vous. Merci. Nous allons marquer une pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Et voilà, le Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà. C'était un peu chaud, hein, le débat tout à l'heure. Oui, il faut que les patients soient mieux pris en charge. Après donc le débat, Jennifer, nous allons passer à Us et coutumes. Voilà. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours avec les Bariba Rock et nous allons assister, pas de façon directe en tout cas, à la cérémonie du nouveau-né chez les Bariba parce qu'il y a une cérémonie pour ça. De comment l'enfant est né chez le Bariba. Si l'enfant est né en sortant les pieds chez les Bariba, c'est pas bien. Si elle naît avec le bras, c'est pas bon. L'enfant Bariba, c'est dès qu'on la met au monde, le matin d'abord la maman, on la prend comme une princesse. Surtout si c'est un garçon qu'elle vient de mettre au monde. On lui fait on l'amène d'abord sous la douche. On lui montre comment faire, si c'est une première naissance, comment on fait. Et puis, ce qu'elle doit manger durant 3 mois pour que le lait puisse rentrer dans le sein. On lui prépare la pâte de mil, les feuilles de gombo, qu'on appelle comme ça chez moi. Les feuilles de gombo avec beaucoup de potage, c'est fait à base de cendre qu'on met dans la sauce. On lui prépare ça. Elle mange, on lui fait une bouillie qu'on appelle sorou chez moi. C'est à base de mil et c'est chaud, elle va prendre pour que le sein ait de lait.
Après ça, pour le bébé toujours, pour le bébé, tous les matins, il aura une vieille qui viendra laver le bébé. On va lui faire les massages avec les tisanes, tout et tout. Et puis l'enfant grandit. Et puis il y a aussi les tisanes de chez nous. On va chercher une vieille personne qui va aller chercher les tisanes. Il y a des tisanes en cherchant, elle doit danser avant de chercher ces tisanes-là. Elle doit parler aux tisanes pour laver l'enfant. « 7 jours pour faire les cérémonies, pour l'enfant seulement. Ce n'est pas avec la maman. Ça dépend de chaque famille. Il y a des familles qui font 1 mois, mais moi, dans ma famille, c'est 7 jours. On fait pour finir avec les cérémonies et on donne le nom de l'enfant. Tu rentres chez tes parents, c'est là-bas tu accouches. Et les parents vont te tenir jusqu'à 1 an. Jusqu'à 1 an. Quelque part aussi, c'est pour limiter les naissances. C'est une planning, quoi. Voilà. Parce que tu ne dois pas rentrer chez ton mari si ton enfant ne marche pas. Chez les Bariba. Donc tu restes chez tes parents avant de rentrer chez le mari. Et là, vous pouvez encore faire un autre enfant. Parce qu'ils se disent que si tu rentres, vous aurez de contact et l'enfant, on va le sevrer, l'enfant sera malnutri, il ne va pas grandir. Il y a d'autres qui font 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parce que tu es à côté de tes parents, tu ne touches à rien. Jusqu'à 1 mois, tu ne touches à rien. Même la lessive, tu ne fais pas. Tu as des tantes, les grands-mamans qui s'occupent de tout ça là. Selon eux, c'est pour retrouver. Quand tu mets un enfant au monde, tu n'as plus la force. Pour retrouver ta force, tu mets un moment, un temps pour retrouver la force. C'est pour ça que les grands-parents sont là, les tantes sont là, les soeurs sont là pour les aider, pour qu'elles puissent récupérer. Pour la nouvelle nourriture, les Bariba, tu ne dois pas manger quelque chose qu'on a mis au feu et puis ce n'est pas chaud. Tout ce que tu dois manger doit être chaud. Ça doit être chaud parce que dans le ventre, il y a une plaie. Selon les Bariba, il y a une plaie qui doit se cicatriser. Donc en buvant les trucs chauds, ça va essayer d'éliminer les plaies qui sont là-bas. Voilà, nous venons d'en savoir beaucoup sur la cérémonie du nouveau-né chez les Bariba. Vous avez entendu avec moi, la femme, la maman, pour aller chercher certaines tisanes, doit danser à la plante, doit parler à la plante, etc., pour que son efficacité soit réelle. Voilà. Merci, merci à vous. De nous avoir fait découvrir cette réalité. Alors après us et coutumes, bien sûr, nous allons passer au prénom africain. Depuis hier, nous sommes avec Richard Messan Agbenomba. Il est là, prénom africain, c'est tout de suite. Alors, bonjour, monsieur Richard Messan Agbenomba. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Dites-nous déjà quel prénom vous nous proposez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du prénom Elom. Excusez. Elom. Oui, Elom, ou bien Elom. Les deux se disent. Donc, ça veut dire, si nous allons l'expliquer de manière littérale, Elom, ça veut dire il m'aime. Elom. L'ancien procureur, bien c'est le nouveau, je me rappelle plus. Il y a Elom. Vous allez entendre Elom. Voyez donc, il y a Elom et Elom. Les deux disent la même chose. Okay. Voilà. C'est en mina. Voilà, c'est en mina. Maintenant, je vais expliquer ce que ça veut dire. Quand on dit Elom ou bien Elom, ça veut dire il m'aime. Il m'aime. Ça peut être, voilà, justement, ça peut être, je dirais, quand vous discutez, par exemple, en couple,
Hein? Vous êtes en relation, j'allais dire. Oui. L'homme peut dire à la femme tu m'aimes et la femme aussi peut dire à l'homme il m'aime. Vous voyez, ou bien lorsque vous défendez par exemple votre conjoint ou bien oui, votre conjoint ailleurs, vous pouvez vous pouvez dire aux gens oui ma femme m'aime, elle m'aime, ou bien et mon homme m'aime. Vous voyez donc. Mais celui qui aime, celui qui doit le plus aimer, c'est Dieu. Lorsque vous portez ce prénom, j'en viens. Oui. Donc on peut dire il m'aime ou bien elle m'aime. De toute façon, c'est ça. Maintenant, ça c'est de manière terre à terre. Maintenant, lorsque ça va au niveau du prénom, c'est plus, j'allais dire, c'est plus approfondi. Là, on parle plutôt de l'être suprême. Dieu même. Voilà. Le il, en réalité, c'est placé pour Dieu. Lorsque ça va au niveau du prénom. Donc, ça veut dire Dieu même. Voilà, mais dans quelles conditions on peut donner ce prénom? Justement, j'en viens. Donc, quand on dit Dieu même, donc on peut donner ces prénoms lorsque, par exemple, des gens, la plupart de ceux qui portent ce nom, il y a d'abord, ça peut être une situation. Ça peut être une réponse à une querelle. Vous voyez, ça peut être par exemple celui-là ou bien celle-là qui a cherché son enfant en vain, un jour il l'a. Donc Dieu m'aime, il m'aime. Voilà. Maintenant, on donne le prénom soit aux femmes, soit aux hommes. Donc il n'y a pas de catégorisation pour ce prénom. C'est un prénom donc, mixte. Voilà. Oui, c'est un prénom mixte justement. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui caractérise l'homme chez la femme ou chez l'homme? Bon, chez la femme, les femmes, les deux ont pratiquement les mêmes caractéristiques, bien les mêmes habitudes. Oui, le comportement. Du côté comportemental, je pourrais vous dire que la plupart, c'est des gens qui aiment. Ils sont vraiment, ils aiment voilà, c'est le reflet de leur nom. Oui, ils incarnent le reflet même de leur nom. Ça, honnêtement, c'est des gens qui aiment. Et l'homme. Maintenant, ils ont peut-être un défaut, c'est que c'est des gens qui se fâchent très vite. Oui, ils se fâchent très vite parce qu'ils peuvent être aussi possessifs. Parce que celui qui aime, oui, quand vous aimez, vous êtes possessif. Donc, ils n'aiment pas partager aussi. Ça peut certainement faire partie de leur défaut. Je le dis, mais c'est ce que j'ai eu comme recherche. Merci beaucoup, Richard, médecin Agbenoba, de nous avoir fait découvrir encore ce prénom de l'ère culturelle Mina et l'homme, qui veut dire il m'aime. Voilà, vous ne partez pas, vous restez, nous allons voir rapidement la capture. La capture, Jennifer, vous nous proposez quoi aujourd'hui? Une image que nous allons découvrir avec l'aide de la réalisation. Vous voyez là, il y a le cerveau qui est débranché de la langue avec, en légende, avant de parler, assurez-vous que les deux soient branchés. Donc pour parler rock, il faut prendre en compte et le cerveau et la langue, il faut que les deux soient connectés. Ah oui, c'est important. Oui. Richard, ça fait passer un message, non? En réalité, je suis en train de voir plus profond. Hein. Ah oui. J'ai comme l'impression que ça veut dire avant de parler, il faut réfléchir, il faut tourner. La langue, cette fois, on le dit. Oui, c'est ce que j'ai lu à travers l'image. Absolument. Je pense que c'est bien ça que cela illustre. Il faut que le cerveau et la langue, même, vous voyez la position de l'oreille, de la fiche. Au niveau de l'oreille, il faut même que l'oreille aussi soit connectée pour que ce que vous voulez dire ait un sens, que cela ne vous crée d'ennui. En tout cas, merci beaucoup pour cette image. Alors, Richard, on va se dire bonne journée. Nous allons vous remercier. Bonne journée, bien bonne soirée, certainement. Bonne journée et bonne soirée. Ça dépend du moment auquel vous suivez cette émission, puisqu'elle est aussi rediffusée le soir à partir de 22h sur nos antennes. Merci à vous donc. Après, Richard qui va céder son siège à nos invités. Oui, nous allons recevoir d'autres invités. C'est la surprise que nous vous réservions justement sur ce plateau. Nous avons commencé à chanter avec eux, à danser avec eux. Ils n'étaient pas encore là. Maintenant, vous allez les voir en chair et en os sur ce plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le couple Anka. Venez s'il vous plaît. Anka et Diessy. Anka et Diessy, venez s'il vous plaît. Bonsoir.
Vous voyez, ils sont très bien habillés. Oui, très bien habillés. Amour est trop. C'est un peu trop bas, je peux vous aider. Hein? Non, ça va. Ça peut aller? Oui, ça non. va. Attendez, on soulève un peu. Voilà, allez-y. Voilà. Il faut être galant envers les femmes. Alors, voilà, et vous entendez, hein, chers téléspectateurs, déjà en fond sonore, leur son, oui, parce que c'est toi, nous avons chanté, et avec des paroles assez fortes. J'ai pu noter quelques phrases ici. Oui, je veux que la terre sache que mon ciel, c'est toi. Cette phrase, elle vient de qui, concrètement? Elle est de vous. Ah oui. Alors, soyez les bienvenus. Merci. Merci à vous de nous recevoir. Voilà, c'est tout un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour nous parler de votre actualité musicale. J'ai bien envie de vous demander comment ça a commencé, que vous soyez un couple d'artistes. C'est assez rare hein, qu'on voit des couples. Vous êtes dans la vie réelle un couple, vous avez des enfants, c'est bien ça. C'est ça. Je vais te laisser raconter l'histoire. Ah oui. Bon, alors ça n'a pas commencé forcément en couple musical, mais juste en jeunes lycéens qui se sont rencontrés dans une contrée très lointaine. Ah oui. Voilà, on ne s'est pas rencontrés au Bénin en fait, on s'est rencontrés en internat dans le nord de la France, vraiment dans un internat très caché même. C'était un village. Voilà, il était en première et moi j'étais en seconde. Et puis il est arrivé peut-être 3 semaines après la rentrée. Et il a fait. Voilà, il venait du Bénin, fraîchement arrivé du Bénin. Et vous veniez d'où? Et moi, j'étais déjà en France depuis. Oh, d'accord. Mais pas dans l'internat. Okay. Pas dans l'internat. Okay. Et donc, il arrive avec ses valises, son papa, sa maman, son frère, fraîchement. Oui, donc, il n'est pas passé inaperçu. et plaf, vous l'avez flashé? Bon, on va dire que on va pas dire flashé, spoté. Spoté. D'accord. Et puis bon, on va dire que quelques jours se sont passés. On ne s'est pas forcément parlé tout de suite. On était très sportifs à l'époque. Lui, il était basketteur. Moi, je faisais de l'athlétisme. Donc, lui, il était avec son groupe de basketteurs. Moi, avec mon groupe de coureurs. Et puis, souvent, il mettait beaucoup de parfum. Donc, quand c'était l'heure de la cantine ou du petit déjeuner, moi, je savais qu'il était passé, en fait. Parce que l'odeur restait dans le couloir. Est-ce qu'elle vous a jamais fait ces confidences qu'elle est en train de faire sur le plateau? Oui, parce qu'on en a beaucoup parlé, parlé pendant des années et on s'est rappelé un peu comment ça a débuté, donc il y a des anecdotes et oui, enfin ça on se l'est raconté plein de fois, il y a plein d'autres choses, mais à chaque fois c'est comme si c'était nouveau, donc c'est sympa à entendre. Et vous l'aviez aperçu dans le temps? Ah oui, si, je l'avais bien vu, oui, je pense que je l'avais bien vu et bon voilà, un peu de timidité, donc on a mis un peu de temps avant d'essayer de lui Elle parler. était un peu timide. Elle était même très sauvage. Donc c'était un peu suis-moi, je te fuis. Voilà. Mais sinon, voilà, on a partagé le sport, même avant la musique. Et ensuite, derrière, ça a été la musique. Elle a fait partie d'un groupe qui s'appelait Black Sphere avant moi. Et que moi j'ai rejoint après et qui s'appelait donc Mike. Donc on a partagé des bouts de parties musicales en fait avant de finalement donc se retrouver par hasard à faire un duo parce qu'elle était déjà en cas avant qu'on ne commence à faire des duos. Voilà. J'écrivais dans la cuisine à la maison pour mon projet d'album. Elle écrivait ses morceaux, donc à des moments donnés jetais une oreille sur ce qu'elle était en train de faire, jetais une oreille sur ce que je faisais et donc du coup les collaborations sont venues comme ça. On n'a pas calculé, c'est ça. On n'a pas calculé. Et vous avez décidé de sortir quelque chose de beau. Votre premier... Entre nous deux, c'est le premier titre. Je crois que c'est l'un des meilleurs succès de DSI justement. Ça vous a ouvert plus de portes. Un autre public s'y est intéressé parce qu'au départ c'était un peu plus... Très hip-hop. Voilà, très hip-hop. Je le suis toujours d'ailleurs. Vous avez d'ailleurs une dernière sortie avec le groupe CCC. Mais avant ça, Entre nous deux vous a ouvert beaucoup de portes. Vous avez remporté beaucoup de prix. Comment vous avez vécu le moment? Parce que
plusieurs disent que c'est Anka qui vous a apporté cette visibilité. Bah, moi je lui dis oui, enfin si quelqu'un disait le contraire, je lui dirais non. Parce qu'effectivement, elle m'a adouci, elle a adouci ma musique, elle a révélé une partie d'écriture que j'avais peut-être et que je n'osais pas forcément sortir dans un contexte de musique complètement urbaine, un peu égo trip à un moment donné. Donc voilà, j'ai assumé peut-être ce côté artiste et écriture qu'elle me tannait en fait finalement de faire valoir depuis des années. Donc effectivement, oui, c'est grâce à elle que ce côté-là est découvert. Elle a une voix magnifique, donc forcément. C'est là que vous lui avez dit ça. Je veux que la terre sache que. À quel moment vous avez été inspiré par cette. C'est fou parce que on en parle à chaque fois. En fait, les moments d'écriture, je considère que c'est des moments magiques. On a un terme qu'on emploie souvent. On appelle ça les azizas. C'est-à-dire que c'est quelque chose. Dans 2 secondes, tu ne sais pas ce que ça va donner. On jette la thématique, chacun écrit un peu de son côté, et après, quand on réécoute, c'est juste magique parce que bon, ça s'entrecroise et les mots sont très forts. Donc ouais. Voilà. L'anecdote qu'on raconte souvent, c'est que quand on a écrit ce morceau, on venait de se disputer. C'est une très très grande dispute justement. Ça faisait 1 an à peu près qu'on était arrivé définitivement au Bénin. C'était pas forcément facile. Et je pense que écrire ce morceau, c'était aussi nous renouveler des vœux d'engagement, de continuité. Voilà. Super. Vous attendiez à ce succès de la part de Entre nous deux? Alors là, pas du tout. Ça, on en reparle et on en rigole. Parce que, en fait, je me rappelle toujours de la phrase que je dis, au lieu de se disputer, bon, vas-y, tu sais quoi, on monte et on va écrire quelque chose, pour dire qu'on s'aime. Mais enfin, c'est devenu un. C'est vrai qu'on n'a pas, en écrivant ce morceau, recherché à suivre les codes actuels. C'est ça, il n'y avait pas de tendance à suivre. Non, c'était nous. Et si vous nous redonnez un acapella quelque chose, votre tout dernier c'est Dagbe. Merci. On a hâte que le clip sorte. On est en train de travailler dessus d'ailleurs, on en a parlé encore ce matin. Tu veux qu'on fasse d'être les premiers à jouer ce clip sur ce plateau. De toute façon, le RTB, vous avez été les premiers. C'est grâce à vous qu'un des skills est. Tout à fait. Merci. Oui. Minotek poe, de mausinu kamean de jenana. Minotek poe, de mausinu kamean de jenana. Izende mel, nous demanajo. Izetare mel, Dagbe jenai. Izetore mel, Mendemanase. Ite confare mel. Dagbe jenai. Thank you. Ce qui te revient sera à toi. Peu importe le temps, la foi c'est ta loi. Laisse-les parler, fais-le pour toi. On n'a pas de temps pour faire les bons choix. Nous débattons au highway des G. Demain aussi nous commen des Jenana. Nous débattons au highway des G. Demain aussi nous commen des Jenana. Minotek poe, demain aussi nous commen des Jenana. Minotek poe, demain aussi nous commen des Jenana. Izé nous des mel, nous des manajo. Izé ta des mel, Dagbe jenai. Izé to des mel, Mendemanase. Ite confare mel, Dagbe jenai. Izé nous des mel, nous des manajo. Izé ta des mel, Dagbe jenai. Izé to des mel, Mendemanase. Ite confare mel, Dagbe jenai. Madi SEO, Dagbe jenai. Jijiro ma utondi a chele na je. Madi SEO, Dagbe jenai. Jijiro ma utondi a chele na je. Yeze nous des mains. Des manager. Yeze ta des mains. Dagbe jenai. Yeze to des mains. Des manasi. Des confins des mains. Dagbe jenai. Yeze nous des mains. Des manager. Yeze ta des mains. Dagbe jenai. Yeze to des mains. Des manasi. Et voilà, c'est la surprise. C'est fou parce qu'on est à la télé et c'est un single qui n'a pas de vidéo qu'on écoute. Voilà. C'est génial, en tout cas, merci. En tout cas, pas encore de vidéo. Pas encore. Alors, Très donc, bientôt. on attend très bientôt le clip. Nous, on en a parlé encore ce matin, comme je vous disais, avec le staff. Voilà, on leur donne un peu. Et En tout tout cas, à les fait. solos qui arrivent, donc la vidéo va suivre aussi dans la foulée. Voilà. Merci beaucoup Merci à vous. d'être passé dans cette émission Anka et DSC. Thank you. Merci.
Très bien. Merci à vous pour l'accueil. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous avons le plaisir de les avoir accueillis sur ce plateau et c'est avec eux que nous allons finir. Nous disons merci à toute l'équipe technique de l'autre côté qui nous a accompagnés à la réalisation. Nous avons justement Timothée Honton qui a mélangé toutes les choses pour que nous ayons cette belle émission. Derrière la caméra, François Zinsou, Robles Avonson à l'infographie, au son Arnaud Tosser. Voilà. Sans oublier les décorateurs et les monteurs qui font un travail juste après. En tout cas, sans merci. oublier également la chef d'édition Fulgencia Rontondi. Et la chef production, Madame Abiat Oumarou Denabé, qui était là dans ce studio. Merci beaucoup. Nous allons danser pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Allez. Tout détruire, il n'y a que l'amour qui peut tout réparer. Nous débader, aïe, ouais, des G, demain aussi nous commettons, nous des Jenana. Nous débader, aïe, ouais, des G, demain aussi nous commettons, nous des Jenana. Ce qui te revient sera à toi, peu importe le temps, la foi c'est ta loi. Laisse-les parler, fais-le pour toi, on a peu de temps pour faire les bons choix. Nous débader, aïe, ouais, des G, demain aussi nous commettons, nous des Jenana. Nous débader, aïe, ouais, des G, demain aussi nous commettons, nous des Jenana. Me no tech boy, me no tech boy, demain aussi nous commettons, nous des Jenana. Me no tech boy, me no tech boy, demain aussi nous commettons, nous des Jenana. Et c'est nous des mères, nous des malades, et c'est ta des mères, t'as des Jenai, et c'est toi des mères, on a des manassi, et qu'on va des mères, t'as des Jenai, et c'est nous des mères, nous des malades, et c'est ta des mères, t'as des Jenai, et c'est toi des mères, on a des manassi, et qu'on va des mères, t'as des Jenai. Madi SEO, Dagbe Jenai, Tijiro Mautondi, Achele Nache, Madi SEO, Dagbe Jenai.